Le sujet de notre conférence aujourd'hui, c'est de vous parler de l'entreprise contributive et donc de savoir comment en fait vos entreprises peuvent contribuer aux objectifs de développement durable. Merci beaucoup Diabel de nous offrir cet espace pour parler de ce sujet passionnant et je te laisse peut-être introduire la conférence et présenter les panélistes que nous avons réunis ensemble pour en discuter. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Bonjour à tout le monde. Enfin, bonjour à tout le monde. Je crois qu'on est déjà 18, donc peut-être les autres vont continuer à se connecter. Mais comme on a un timing très serré, effectivement, on commence dès maintenant. Alors, juste peut-être quelques mots pour dire bonjour et camper un peu le contexte. Ceux qui sont connectés en dehors, peut-être des intervenants, connaissent un peu le projet NTF 5. Je vais juste dire deux, trois mots dessus. C'est un projet qui appuie le secteur du numérique pour son développement, avec un focus de développement à l'international, avec différents niveaux d'appui au niveau du secteur, au niveau intermédiaire avec les structures d'appui à nos cibles que sont les PME et les startups tech que nous appuyons à travers pour leur compétitivité à l'international à travers différents supports. Ça va de la formation, du coaching. Cette session-là en fait partie de ce volet-là. Et l'accès au marché, le développement à l'international, les missions de prospection commerciale, etc., la participation à des événements à l'international. Donc, la session d'aujourd'hui fait partie donc de ce premier levier-là, de ce premier pilier, j'allais dire. Nous l'avions déjà fait sur NTF 4 et c'est un sujet, quand on parle aux entreprises tech de leur impact environnemental, souvent c'est un sujet qui est pour beaucoup assez lointain, ou en tout cas assez lointain ou non prioritaire ou peut-être pas suffisamment sensibilisé, en tout cas pour beaucoup d'entre elles. Et je pense que c'est quelque chose d'hyper important au moins de savoir ce qui se fait, de savoir comment ils peuvent contribuer et d'avoir le retour d'expérience d'entreprises de ce secteur-là qui, eux, ont fait le pas ou en sont à un niveau beaucoup plus avancé pour qu'ils puissent leur dire que, voilà, peut-être que vous en faites beaucoup alors que c'est quelque chose de relativement simple, quoi. Il y a des actions que l'on peut faire. Donc, je pense que l'intervention le retour d'expérience de nos panélistes aujourd'hui va être quelque chose d'hyper important après le travail que Sophie va faire. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long que ça. Nous avons la chance d'avoir des panélistes exclusivement féminines. Je te laisserai après, Sophie, expliquer le pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que les hommes ne sont pas très impliqués dans ce volet-là ou c'est le choix du hasard, c'est le fait du hasard. En tout cas, donc, nous aurons Sophie Conchon, qui est la consultante de Impact et cofondateur de Wiser Impact et qui nous avait déjà accompagnés l'année dernière. Julia Delrieux, Senior Impact Consultant chez Palo IT, qui est donc une entreprise française qui est déjà sur cette voie-là et qui a eu une réflexion sur les objectifs de développement durable et qui pourra donc nous faire ce retour d'expérience. Et les deux Seynabou Dia et Seynabou Gay de Neurotech, respectivement responsable relations clients et communication et responsable RSE. Neurotech est une entreprise qui fait partie du projet, qui a été bénéficiaire l'année dernière et qui a été accompagnée justement par Sophie avec un programme de coaching et qui pourra aussi nous faire ce retour-là. Donc, je ne serai pas beaucoup plus long. Je pense que c'est beaucoup mieux d'entendre les panélistes qu'on aura aujourd'hui et Sophie. Voilà. Sophie, je te remets le micro. Merci Diabel Merci pour à cette tous. introduction. Et en l'occurrence, la conférence qu'on avait organisée l'année passée est disponible en replay si vous le souhaitez, puisque cette année, on vous propose déjà de nouveaux points de vue, nouvelles pratiques. Et par ailleurs, on a élargi aussi un peu le scope. On va vous parler d'impact environnemental, mais en fait, cet impact environnemental, il ne se pense que aussi en faisant le lien avec l'impact social d'une technologie. Et donc, la thématique du numérique responsable, en fait, s'élargit au-delà, en fait, du simple sujet environnemental. Et vous le verrez à travers, justement, ce que vont nous partager nos différentes intervenantes. Du coup, je remercie d'avoir accepté mon invitation. On a essayé d'avoir des intervenants.
Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles et il y a une contrainte personnelle pour l'un d'entre eux. Moi, j'aurais aimé il y ait un petit peu plus de mixité et donc d'être représentatif du secteur de la tech. Et en même temps, c'est positif, je trouve, d'avoir des femmes puisqu'elles se sont souvent aussi les grandes oubliées de ce genre de conférences dans ce secteur. Donc, on va dire sentiment partagé sur ce sujet. Et sans plus attendre, je vous propose voilà, de vous présenter l'agenda de notre session. Moi, je vais commencer par vous expliquer un petit peu plus en profondeur de quoi on parle quand on parle de ce concept d'entreprise contributive et ce que ça veut dire en fait d'apporter sa contribution en tant qu'entreprise face aux défis en fait de notre décennie. Je n'ai pas dit du siècle, mais j'ai dit décennie très précisément. Pourquoi? Parce que ceux qui ont deviné en introduction, pour les premiers qui étaient connectés, que SDG, ça fait référence à Sustainable Development Goals, donc aux objectifs de développement durable, vous savez du coup que l'horizon est 2030, donc la fin de cette décennie que nous avons déjà entamée, et aussi parce que les crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui demandent une action immédiate. Il n'est pas question de temporiser et de procrastiner à la décennie prochaine. C'est vraiment dans cette année 2020, cette décennie 2020-2030 que nous avons encore les clés pour garder une planète habitable et dans des conditions voilà, à peu près accessibles pour la plupart d'entre nous. Ceci étant posé, le contexte, j'aurai le plaisir du coup d'avoir Julia et les deux Sénabou qui nous partagent le chemin de leur propre entreprise, où elles en sont, quelles contributions elles ont et quels outils elles utilisent aussi pour mesurer cette contribution. Et puis, on finira par une partie très pratico-pratique, plus pour vous, de dire, et concrètement, moi, dans mon entreprise, comment je peux agir sur ces sujets d'impact, comment je peux aussi contribuer et le valoriser, puisque aujourd'hui, en fait, agir sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance est un facteur de compétitivité des entreprises à l'international, puisque c'est une préoccupation que vous trouverez aussi parmi les grands donneurs d'ordre et vos futurs clients. Et donc, il est clé, en fait, de savoir comment on en parle et comment on peut mesurer et comment on peut agir sur ces sujets. Voilà sur notre agenda. Et donc, je vous propose de commencer par justement cette partie où je vous explique un petit peu plus en détail de quoi on parle quand on parle d'entreprise contributive. Ce terme, il est apparu en fait en 2018 dans une étude du think tank Terra Nova qui proposait en fait 21 pistes de réflexion d'action pour une gouvernance plus responsable des entreprises, pour faire en fait que celle-ci est un mode organisationnel et opératoire, donc comprendre la façon dont elles sont structurées, la façon dont elles opèrent, leur permettre de répondre de façon très concrète aux enjeux à la fois économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux, comprendre les enjeux de développement durable. Et cette notion, elle est réapparue dans un livre qui a fait pas mal de bruit, en tout cas en France, qui est celui de l'entreprise contributive en 2021, avec pour le coup là des exemples concrets d'entreprises qui sont en mouvement et qui font des choses. Et l'idée étant de dire vraiment, mais comment en fait l'entreprise peut faire sa part et donc être un acteur qui contribue positivement, donc qui a un impact positif dans la société. Et pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Parce qu'en fait, on est confronté à deux grands défis, deux grandes catégories de défis. Première série de défis sont les défis environnementaux. Et je veux bien voir dans le chat qui parmi vous avait déjà vu cette représentation des 9 limites planétaires qui a été posée par le Stockholm Resilience Center. Qui du coup consolide en fait la connaissance sur la façon dont fonctionne notre planète. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a tout un ensemble de cycles qui interagissent entre eux. Et aujourd'hui, l'activité humaine est venue perturber ces cycles naturels de fonctionnement de la planète et créer des déséquilibres. Et donc, ce que vous voyez apparaître en rouge, c'est les zones et les questions environnementales dans lesquelles on a dépassé aujourd'hui la limite et donc on a un enjeu en fait de trop déstabiliser nos écosystèmes. Et donc ça, c'est notamment le cas sur la biodiversité. C'est avéré en fait depuis la décennie avant la décennie précédente. Sur la biodiversité, on parle notamment d'une perte de près de 60% de la faune terrestre en 40 ans.
juste pour vous donner un repère. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de 6e extinction massive de la biodiversité. Le changement climatique est une autre limite planétaire que l'on a en fait dépassée. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu d'une des négociations qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte, puisque je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, les États sont réunis pour la COP27 pour discuter justement de quelles sont les actions que l'on peut prendre en fait pour limiter en fait ce réchauffement climatique que l'on connaît et dans lequel en l'occurrence, vous, entreprise, vous avez aussi un rôle et une responsabilité. Notre enjeu, en fait, finalement, c'est comment on fait pour rester dans les limites planétaires, y revenir pour garder une planète en fait habitable pour le vivant et en particulier pour notre espace. Autre grande catégorie de défis, les défis sociaux. Pareil, je suis intéressée pour savoir si vous aviez déjà vu cette représentation qui, en fait, si vous regardez juste la partie verte, représente un donut, donc cette fameuse pâtisserie américaine très appréciée par nos cousins américains. Et donc, ce donut, c'est justement la sphère, on va dire, où l'économie respecte le plafond écologique, donc reste dans les limites planétaires, et le plancher social aussi. Donc, le développement économique ne se fait pas au détriment des hommes et de la planète, mais se fait bien de façon harmonieuse dans ces deux limites, en fait, basse et haute. Et donc, cette représentation, on la doit à une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth et qui a théorisé cette théorie du donut pour une économie en fait du 21e siècle qui permettent notamment de rétablir l'équité pour une société inclusive qui bénéficie à toutes et tous. Aujourd'hui, en fait, on est quand même dans un monde où 10% de la population détient 76% des richesses. Donc, ça vous donne déjà un premier repère de à quel point ces inégalités sont marquées. Et donc, ce qu'a théorisé Kate Raworth, c'est justement c'est quoi les différents éléments du plancher social et où est-ce qu'on se situe dans chacune de ses propres limites. Ça, c'est le contexte dans lequel on agit aujourd'hui, que ce soit individuellement, mais aussi en tant qu'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que les États en 2015, donc il y a maintenant 7 ans, se sont réunis pour se dire comment on peut poser une stratégie mondiale pour revenir vers un développement durable, donc durable étant entendu, qui reste dans la sphère des 9 limites planétaires et qui bénéficie à tous et tous, donc qui profite à l'ensemble de l'humanité. Et donc, septembre 2015, je vous ramène dans le temps à l'Assemblée générale des Nations unies, où 193 pays ont adopté cet agenda qu'on a appelé l'agenda 2030, avec ces 17 objectifs. Donc, certains d'entre vous avaient bien effectivement deviné les fameux ODD, qui sont en fait 17 objectifs interconnectés pour arriver du coup à un monde habitable et qui est inclusif de tous et toutes. La question ensuite qu'on peut se poser, mais si c'est les États qui ont posé cette feuille de route, finalement, nous, entreprises, quelle peut être notre contribution à cet agenda 2030? Eh bien, il y a une première piste de contribution, ce qui est une piste de financement, puisqu'aujourd'hui, en fait, si on le regarde, ce qui est les investissements nécessaires de façon annuelle sur la thématique et le niveau d'investissement fait par les États et certains acteurs, donc les acteurs institutionnels, il y a un gap de 2,5 trillions de dollars. Et donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'antenne des Nations Unies qui monitore cet élément. Et donc c'est là où les entreprises, en particulier les financeurs, sont attendus et peuvent contribuer. Deuxième piste, et ça, c'est ce que nos deux entreprises témoins vont vous partager, c'est de vous-même en fait vous mettre en action et contribuer à l'atteinte des ODD en choisissant en fait des ODD sur lesquels vous pouvez avoir un impact par votre activité, votre cœur de métier et pouvoir y contribuer. Donc constituer finalement votre propre feuille de route à l'intérieur de cette grille internationale de contribution. Et puis troisième grand rôle que peuvent prendre les entreprises, j'ai mis influenceurs plutôt que communiquer, parce qu'une partie de l'influence passe par communiquer les engagements que l'on prend, mais
pourquoi communiquer? C'est surtout pour donner envie et inciter les autres à agir. Et donc, en montrant l'exemple, en fait, en montrant voilà ce que l'on fait, voilà où on pourrait s'améliorer, et voilà dans quelle direction on veut aller. Pour derrière, en fait, faire connaître cet agenda et cette grille mondiale, mais surtout montrer les actions qui peuvent aller dans le bon sens. Et donc, attention, ce rôle d'influenceur, il n'a de sens qu'à partir du moment où vous vous mobilisez, où vous faites. Sinon, le grand risque, et c'est pour ça que je n'ai pas mis le terme communiquer, de communicateur, entre guillemets, c'est de tomber dans l'ODD washing, qui est une pratique qu'on commence à voir, aussi renommée rainbow washing, parce qu'on voit des magnifiques rapports avec tous les ODD dans tous les sens et pas forcément d'actions tangibles et concrètes derrière. Petit sondage à ce stade. À votre avis, si justement on prend la communication des entreprises sur le sujet de l'agenda 2030, quels sont les 2 ODD qui sont les plus souvent cités dans les contributions des entreprises? Qu'à votre avis, parmi ces 17, quels sont les 2 qu'on retrouve dans une écrasante majorité des rapports, et notamment des communications sur le progrès des entreprises signataires du Global Compact, comme Neurotech par exemple? Je vous laisse réagir dans le chat et nous dire. Alors, j'attends de voir, est-ce qu'il y a il y en a qui... Est-ce que vous êtes joueur aujourd'hui? Sur quel numéro vous pariez? Alors, je vois le 12. Ah, ça, c'est une bonne piste. 3 et 8. Le 13. Alors là, ça y est, le 8 a déjà 2 voix. Le 11 aussi sur ville et communauté durable. Alors, je revois le consommation et production responsable. Pour l'anecdote, j'avais fait une enquête en 2017 en sondant 50 personnes vraiment de façon complètement aléatoire. Quand je les rencontrais, je leur mettais les 17 ODD, je leur disais à votre avis, c'est quoi celui sur lequel vous avez le plus d'impact? Et on va dire d'un point de vue consommateur, les gens, ils vous répondent tous le 12, consommation et production responsable. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis un consommateur. Mais alors, si je regarde vos réponses, il y en a certains qui avaient... alors, j'ai vu personne avec le duo gagnant, mais vous avez tous eu un bout de la vérité. En l'occurrence, les 2 qui sont le plus cités, c'est le premier, travail décent et croissance économique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entreprise en tant qu'acteur économique et surtout employeur réfléchit justement à la façon dont elle peut créer de l'emploi et offrir un travail décent à tous et toutes. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles celui-ci, par exemple, il est beaucoup sélectionné. Et ensuite, celui sur... alors, pas très bien traduit, qu'on s'entende en français, on parle de mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. En anglais, il s'appelle Climate Action. Je le trouve un petit peu plus direct. C'est comment on peut s'engager en fait en tant qu'entreprise pour plutôt s'adapter et réduire son empreinte. Et donc celui-ci, il est pour le coup très très sélectionné parce que aujourd'hui on a une urgence sur le sujet climatique qui est enfin palpable et dont les acteurs économiques que sont les entreprises se sont emparés. Et alors, à votre avis, à contrario, quels sont les 2 qui sont les moins cités dans les contributions des entreprises? Alors, les paris sont à nouveau lancés. Je vous laisse réagir dans le chat. Alors, j'ai vu une bonne réponse. Alors, le 2, le 14. Ça y est, alors ça y est, j'ai vu apparaître la bonne réponse de façon croisée. Et donc, juste pour que vous sachiez, c'est effectivement le 14 sur la vie aquatique et le 16 sur justice et paix, qui sont aujourd'hui les moins cités. Donc là, en fait, l'étude que je vous ai mise, c'est une étude qui a été réalisée par le cabinet PricewaterhouseCoopers en étudiant sur plus de 21 pays. 729 grandes entreprises qui sont du coup on va dire celles qui communiquent le plus sur leurs engagements. Et donc ces engagements sont normalement
calibrées en fonction des enjeux sur lesquels elles ont le plus d'impact. Et donc sur justice et paix, ça peut se comprendre puisque aujourd'hui c'est un sujet qui est assez traditionnellement plutôt vu comme dans la sphère des États. Et pour autant, les entreprises, je trouve, à partir d'une certaine taille, ont un vrai pouvoir d'influence aussi sur ces sujets qu'elles ne peuvent pas négliger. Et sur la vie aquatique, il y a un enjeu. En fait, c'est intéressant de voir que c'est un des ODD qui a été le moins compris pendant un temps et qui maintenant est davantage connu suite à notamment un gros travail de communication qui a été fait par les Nations Unies dessus. Donc voilà un peu pour vous situer et vous familiariser avec ces 17 objectifs du développement durable et un peu le contexte de l'entreprise contributive. Maintenant, je vais laisser la parole à Julia Del Rio de Palo Haiti. Julia, peut-être je te laisse te présenter en quelques mots et puis après nous dire un peu plus qu'est-ce que vous faites chez Palo Haiti. Merci Sophie. Bonjour à tous. Voilà, moi je m'appelle Julia, je suis chez Palo, qui est une société de conseil internationale, mais qui a commencé en France. Moi, j'ai une double casquette chez Palo. Je suis rentrée à la base comme product manager et conseiller pour vraiment concevoir des produits technologiques, mais qui fonctionnent et qui soient sobres dans la mesure du possible. Et j'aide beaucoup sur le groupe sur la réalisation de nos objectifs clés que je vais vous présenter par la suite. Pour le petit côté perso, donc moi, je suis une franco-canadienne. J'ai habité 13 ans au Canada, donc j'ai pris beaucoup sur l'innovation, l'intelligence collective. J'ai travaillé en innovation quand j'étais à Montréal, plus spécifiquement, notamment dans la tech. J'ai conseillé aussi sur les crédits d'impôt recherche. Donc, j'ai pu voir aussi l'envers et les subtilités de concevoir un produit technologique. Et plus récemment, j'ai eu un virage depuis à peu près 3 ans, vraiment de m'engager sur tout ce qui est les notions de soutenabilité, de post-croissance, d'économie régénérative et d'aider finalement les différents métiers à l'intérieur de notre groupe à, à prendre conscience et du coup embarquer vers une transition eux-mêmes. Voilà, donc très rapidement, ça c'est notre PDG, Stanislas. C'est quelqu'un qui a mis ses OKR collégialement avec les autres directeurs des agences. On est une dizaine dans le groupe, une dizaine d'agences qui sont plutôt indépendantes. On est un groupe indépendant, on n'est pas racheté par qui que ce soit. Et on a donc quarantaine de nationalités. On est un bureau qui est en train de s'ouvrir également à New York et à Barcelone. Et on a 2 de nos bureaux qui sont déjà pleinement certifiés Bicorp depuis près de 3 ans maintenant, qui sont Hong Kong et Singapour, et l'Australie est sur le chemin également. Nous-mêmes, en France, on a tous déposé le dossier. Je crois qu'on est un peu comme Neurotech en attente parce que Bicorp est sous l'eau, mais on a fait notre boulot. Donc, j'en parlerai un petit peu. Si vous avez des questions spécifiques, j'essaierai de vous répondre au mieux. L'idée de faire Bicorp, c'est que ça nous permettait de nous équiper avec une feuille de route, finalement, de rendre les choses plutôt concrètes, de savoir sur quoi on voulait s'engager. Et du coup, on en a aussi profité pour activer le volet SDG Action Maker dans le logiciel de Bicorp, de BIA, pour justement voir quand est-ce que nos actions se couplaient avec les ODD, ce qui nous a permis d'avancer également sur ce sujet-là. Donc, voilà les 5 objectifs du groupe. 5, ce n'est pas anodin. On retrouve les 5 piliers en fait, de Bicorp. Au niveau environnemental, l'idée, c'est d'arriver en théorie, à une neutralité carbone d'ici 2025. La certification Bicorp, c'est surtout au niveau des communautés. C'est notre objectif depuis les communautés. On souhaite avoir 50% de notre chiffre d'affaires qui soit donc à impact positif. Et donc, derrière, ça veut dire également qu'on a créé des groupes de travail dans les différentes agences pour réfléchir à la notion d'impact. Et c'est des équipes qui sont aussi au contact avec nos clients. C'est un système de vase communicant qui permet de prendre du terrain, partager avec nos clients, apprendre d'eux-mêmes et d'avancer collégialement. Le 4e pilier, c'est l'idée d'avoir 100% de nos collaborateurs qui sont formés à l'impact.
Donc, encore une fois, à travers le travail avec nos clients ou alors les propres questionnements que nous, on peut se faire quand, que ce soit de la stratégie de marketing jusqu'à l'exécution des missions. C'est aussi l'opportunité les gens sont en demande, en somme, de formation, de comprendre ces notions-là. Le 5e pilier, c'est la notion de bien-être au travail. Faut dire qu'en Europe et particulièrement en France, la notion de qualité de vie au travail, bien-être au travail est un sujet assez fort sur lequel les gens sont préoccupés. Et donc, c'est quelque chose aussi qui résonne avec d'autres entités dans le groupe. C'est une thématique donc, qui a été retenue pour notre feuille de route pour 2025. Et alors justement, dans ton agence au niveau de Lyon, cette trajectoire Impact 2025, quels sont les 2 leviers que vous utilisez pour voilà, vous donner les moyens d'aller vers cette ambition? Alors, nous, on a 2 leviers officiellement et qu'on a ceux qui ont en commun avec tout le groupe, donc c'est le parcours Bicorp. Et également en France, il y a quelques années, il y a eu un nouveau statut qui est apparu, enfin un cadre réglementaire, pardon. Donc, ce n'est pas un nouveau statut comme une société anonyme, etc. N'importe quelle entité, qu'on soit société du CAC 40 ou une toute petite coopérative, on peut choisir de prendre des engagements en rapport avec notre performance environnementale, sociale. Et l'idée, c'est qu'on vient l'inscrire dans la mission de l'entreprise. Donc là, on aurait par exemple, je ne sais pas, entreprise A, notre mission, c'est de fournir des cajots et des produits d'emballage pour la supply chain dans le milieu agroalimentaire. Et ben, il faut imaginer que juste en dessous, l'entreprise A dirait et parmi nos objectifs clés, on a retenu le traitement équitable et l'égalité salariale entre les employés. On a retenu aussi un travail avec les acteurs du secteur forestier parce que nos cajots, ils sont créés à partir de bois. Donc voilà, on pourrait identifier des éléments spécifiques et c'est libre à l'entreprise de s'y mettre. Ce qui est intéressant, c'est que Bilab France, l'entité donc française pour Bicorp, s'est associée avec Communauté Entreprise et a intégré certaines des questions directement en rapport avec ce statut de communauté entreprise. Donc, c'est 2 communautés qui se parlent et qui établissent des passerelles sur différents chantiers, que ce soit du lobby politique ou de l'avancement sur des chantiers sociaux ou des événements communs. Et alors précisément chez Palo, du coup, c'est quoi les 3 objectifs de mission que vous vous êtes fixés et du coup qui sont inscrits dans les statuts de l'entreprise? Donc, voilà, on a les 3 qui sont ici. Je ne vais pas les lire, il y a rien de tel que quelqu'un qui lit à voix haute un PowerPoint, mais en gros, il y a la réflexion avec nos clients. Donc, même si un client arrive sans pour autant avoir une vision, une compréhension de l'enjeu impact, c'est d'identifier des moments dans l'accompagnement, dans les rapports avec le client pour dire « Ah, au fait, est-ce que vous connaissez ceci, vous connaissez tel outil, vous connaissez telle donnée ?» Après ça, le deuxième, c'est un objectif qui est beaucoup plus à l'interne. Donc, comment on s'assure que les gens prennent un virage de responsabilité par rapport à leur métier. Donc, nous, ce qu'on fait, beaucoup de ce qu'on fait, c'est du conseil à la technologie. Donc, nous, ça va être aller sur les pratiques de Green IT, Sustainable Software, Green Code, toutes ces pratiques-là. Mais également de prendre de la hauteur sur ce qu'on fait par rapport à la finalité et d'utiliser des outils qu'on pourrait avoir plus de design thinking ou d'idéation ou de stratégie également. Enfin, la troisième, c'est s'imposer une politique d'exclusion. Donc, nous, on prend l'engagement de ne pas travailler sur des projets qui soient nuisibles. Et ça, c'est potentiellement le troisième sujet le plus vague et le plus ambitieux. Et ça touche directement à cette notion d'impact et les réflexions qui sont en cours chez nous. Alors justement, sur le premier objectif, est-ce que tu aurais des exemples d'actions que vous avez mis en place pour rendre ça, on va dire, plus concret et l'illustrer? Ouais, alors je les ai mis un petit peu dans le désordre, vous m'excuserez, mais Impact Design, en fait, c'est un atelier qu'on peut animer
chez nos clients ou pour nos équipes à l'interne, qui justement reprend les 17 SDGs. L'idée, c'est qu'en fait, on a une espèce de radar. On pose un projet au milieu ou une entreprise au milieu. On dit, OK, à l'échelle individuelle, ça peut être la famille, à l'échelle communautaire, ça peut être le quartier ou la ville, à l'échelle mondiale, quels sont les potentiels impacts, qu'ils soient négatifs ou positifs, du projet qu'on veut mettre en place. Donc, par exemple, au milieu, je pourrais mettre une application qui permet d'augmenter la littératie financière et faciliter l'accès à la consultation de son compte en banque. Et l'idée, c'est que le groupe des participants soit autour, ils se posent des questions, de se dire, bah, c'est bien, ça va aider peut-être les gens à mieux comprendre leur compte en banque, mais attention, il y a des gens qui n'ont pas de smartphone ou qui ne veulent pas avoir trop de technologie ou qui ne connaissent pas, ça va peut-être avoir un frein à l'accessibilité. Et donc, d'utiliser l'atelier pour identifier justement ces problèmes, ces verrous, ces potentiels effets négatifs que pourrait avoir aussi le produit et de se dire, OK, bah, là, on les a identifiés. Est-ce qu'on peut formuler des hypothèses pour soit remédier à ces impacts négatifs ou soit au contraire se dire, bah, tiens, là, il y a un truc intéressant, sur une opportunité intéressante sur le produit ou pour notre entreprise. Essayons de l'articuler, de mettre des mots dessus et d'aller sur le terrain et d'aller vérifier si c'est un impact positif potentiel. Donc ça, si vous êtes intéressé, on l'a mis à disposition, il est téléchargeable sur le site. Je pourrais partager le lien si ça vous intéresse. Le deuxième, prospective et innovation soutenable. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on commence à parler d'impact positif, de transition, de changement, les gens restent souvent bloqués sur l'immédiat. Oui, mais aujourd'hui, on ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, de projeter les gens sur un temps long, donc ça, c'est utiliser des méthodes de prospective. Ça permet de débloquer les gens et de se dire, ah ben oui, effectivement, demain ou dans 5 ans, quelle est la vision, quel est le rêve que j'ai pour mon entreprise et pour mon produit. Et du coup, on ouvre un peu plus les esprits et on peut se permettre d'être plus créatif et de laisser rentrer des idées qu'on n'accepterait pas dans le quotidien de son entreprise. Et donc, ça, c'est une journée où on met des ateliers. On appelle ça une journée d'innovation responsable. Et on l'offre à nos clients ou alors on le met dans un package rémunéré, dépendamment, selon les circonstances, pour les aider, justement, les challenger sur le monde de demain. Donc, nous, on utilise des données et des scénarios d'une agence française gouvernementale qui regorge d'experts en fait, qui développent justement des scénarios scientifiques. Donc, on n'est pas sur des opinions. Cette agence s'appelle l'ADEME. Donc, nous, on utilise les données de l'ADEME et on les vulgarise, on les fait comprendre aux gens, au monde de l'entreprise pour dire, ben voilà, en fait, l'ADEME a prévu que en 2030, il y aurait moins de, je sais pas, moins 35% d'énergie disponible pour les entreprises. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour vous? Donc ça, c'est des journées comme ça qu'on va créer un peu intenses de brainstorm pour justement aller susciter chez les managers, chez les gens en charge des décisions, de susciter des bonnes questions et qui va leur permettre de réfléchir à l'impact de manière concrète par rapport à leurs services et leurs produits. Et le troisième exemple, du coup, c'est votre atelier numérique responsable. Tu peux nous en dire Voilà, donc plus? ça, c'est un atelier qu'on a créé pour nos entreprises et pour nos collaborateurs, donc nos clients et nos collaborateurs. En 2 heures, on prend un cas d'usage fictif d'une entreprise qui veut refaire son site Internet et on vient découvrir des bonnes pratiques de Green IT ou de numérique responsable. Aujourd'hui, il y a des méthodologies qui offrent plus de 600 actions possibles, c'est énorme et c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas de commencer quelque part. Donc, on s'est dit, on va offrir cette simulation pour que les gens du marketing et des gens techniques puissent se retrouver tous ensemble et comprendre les enjeux autour du numérique responsable. Voilà. Donc, les exemples d'actions pour réaliser les objectifs, pour comprendre qu'est-ce qu'on considérait, nous, comme nuisible à l'environnement, on a mis en place un score très simple. C'est un outil qu'on met à la fois dans notre outil de qualification de lead, dans notre CRM, mais c'est aussi un outil qu'on déploie sur les projets en cours, où on se pose la question
sur en fait, quelle est l'intention de notre client et quel est son degré de maturité sur les pratiques. Donc, on a 3 axes sur le scoring. Si tu veux passer à la slide d'après, Sophie, je pense que ça va plus nous intéresser. Donc, de se dire, OK, est-ce que l'entreprise avec laquelle on va travailler, est-ce qu'elle a pris un engagement? Est-ce qu'elle est Bicorp? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans son pays en rapport avec les engagements? Est-ce qu'ils ont une connaissance des enjeux RSE? Est-ce que des projets sur lesquels ils travaillent répondent à au moins un objectif SDG, un ODD? Et enfin, est-ce qu'il y a un certain niveau de connaissance sur le Green IT ou le numérique responsable? Et donc, on répond très simplement oui, non, 0, 1. Et on a un poids avec un coefficient. À la fin, on arrive à un score sur 10. Et on considère que si le projet est en dessous de 5, et ben, ce n'est pas un projet qu'on considère à impact. Et donc, aujourd'hui, si on regarde l'activité à l'échelle de Lyon, plus de 50% de ce qu'on fait dans tous nos projets, on y arrive. Mais par contre, si on le ramène à notre chiffre d'affaires réel, on est bien en deçà. On est aujourd'hui à 9%. Voilà. Merci. Et du coup, ça, c'est une méthodologie qui est commune, globale, en fait, à tout Palo, en fait. Exactement. On a choisi d'avoir une méthodologie vraiment simple. Alors, simple d'apparence, parce que si vous l'appliquez vous-même demain à votre entreprise, vous allez voir les conversations qui vont sortir. Vous allez vous rendre compte plus concrètement, en fait, qu'on peut parler d'impact dans la même pièce, mais avoir des visions très différentes. Et donc, l'idée, là, justement, on a fait 6 premiers mois de tester cet outil. Et on est déjà en réflexion sur le faire mûrir. Et donc, d'où l'importance aussi de votre objectif de former vos collaborateurs à l'impact, en fait, parce que ça permet effectivement Exactement. d'avoir peut-être des conversations peut-être plus profondes ou en tout cas à même niveau de connaissance sur ces sujets. Voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu viens de nous partager, c'est notamment ce volet d'influence. En fait, votre contribution, elle passe aussi par l'influence que vous avez sur vos clients et sur leur propre transformation. Et donc, c'est peut-être en conclusion, je te laisse Ouais. nous partager justement 2 initiatives que vous avez sur le numérique responsable. Ouais, alors en France a commencé un mouvement qui s'appelle l'INR, qui est en train de grandir et devenir international. Il y a des chapitres qui se créent dans différents pays. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles en ligne gratuitement. Vous pouvez consulter pour des bonnes pratiques de numérique responsable. Nous, on est en train de considérer d'adhérer. Normalement, ça devrait se faire courant de l'année. On a également, avant qu'on ait l'Impact Score, à l'échelle de Lyon, comme on faisait beaucoup de R&D, on a fait un exercice vraiment d'intelligence collective entre collègues. On s'est demandé, OK, ça veut dire quoi pour nous un projet impact positif? Quels sont tous les critères que nous, on veut mettre dedans? Et du coup, on a fait un petit fichier Excel plutôt basique et on a utilisé ça pour évaluer chacun des projets potentiels sur lesquels on pourrait se retrouver à travailler en termes de R&D. Dire en 2 mots ce que c'est que le GR 491? Enfin Ah oui, alors, 491, pardon. oui, pas de problème. L'outil GR 491, c'est aussi un outil du numérique responsable de l'INR. Je mettrai dans les liens qu'on vous partagera après. C'est un des outils les plus aboutis. Et quand je dis ça, c'est même en anglais, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus abouti. Ou si vous travaillez dans la technologie ou vous intervenez sur des produits technologiques, vous allez avoir plus de 500 recommandations sur qu'est-ce qu'on peut faire à chaque étape du projet et qui est concerné et qui peut mettre quoi en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris le temps de connecter chacune de ces pratiques avec les référentiels Planet, Prosperity et People. Et nous, on est allé à un niveau supérieur, on a connecté par rapport aux SDGs également. Donc, si vous avez un intérêt à suivre un petit peu ces pratiques-là, c'est un mouvement qui prend vraiment de l'ampleur, qui accueille des entreprises également. Et il y a des collèges d'entreprises qui adhèrent. Vous adhérez proportionnellement à votre chiffre d'affaires. Et par exemple, il y a un collège pour les entreprises de services numériques
ils se retrouvent entre eux, il y a des groupes de travail et ils font progresser des sujets et ça permet de s'enrichir mutuellement. C'est un mouvement vraiment actif sur le Green IT. Merci beaucoup, Julia. Et la parole maintenant aux deux Sénabou qui vont nous partager l'expérience côté Neurotech. Et première question peut-être pour vous, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Neurotech, qu'est-ce que vous faites chez Neurotech? Bonjour Sophie, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Neurotech, dont moi je suis Seina Boudia, responsable de la communication. Et je suis avec ma collègue Seina Bouguei, qui est responsable de la RSE. Donc, Neurotech, c'est une entreprise, c'est une société anonyme créée par un ingénieur sénégalais en 2003. Donc, on existe depuis 2003. Une société sénégalaise avec le siège social qui est à Dakar et plusieurs filiales dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. On est en Guinée-Conakry. À l'origine, Neurotech est considérée comme un intégrateur de solutions. Aujourd'hui, elle se positionne comme un opérateur panafricain de services informatiques de référence en Afrique de l'Ouest. Donc, elle est créatrice de valeur. Elle a su se développer à travers une offre de services large, adaptée à tous les secteurs d'activité, à toutes les tailles d'entreprise, allant du small au grand business. Et tout cela ne serait pas sans l'engagement et l'expertise de nos 110 collaborateurs qui partagent avec nous la même vision et les mêmes valeurs qui sont l'intégrité, la connexion, l'agilité et la responsabilité. Je reviendrai sur ce dernier point de la valeur. Notre activité s'articule aujourd'hui autour de 4 pôles. La gestion électronique de bâtiments, donc les fondations. Ensuite, il y a la Foundation et Support Services, donc tout ce qui est sécurité, data center, cloud, etc. Ensuite, il y a l'Advanced Service et le conseil. Donc, on accompagne les clients à travers ce pôle-là. Et le Digital Service et la transformation. Donc, Neurotech est engagé dans la RSE depuis 2012. Je laisserai Seina Bouguei en parler à travers notre signature du Pacte mondial des Nations Unies. Nous pensons que notre entreprise aussi doit être au service de notre communauté et de notre environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pour ambition de bâtir un monde beaucoup plus responsable. Comme je l'ai dit tantôt, responsabilité est un terme qui fait partie de nos valeurs. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à soutenir le progrès économique, écologique et social dans toutes les régions du monde. Nous veillons au respect des normes internationales reconnues et nous encourageons nos fournisseurs et nos partenaires à respecter toutes ces normes-là. Donc, Seynabou va vous parler de notre engagement RSE et de notre signature du Pacte mondial des Nations Unies. Et du coup, de ce chemin d'impact qui est assez impressionnant, en fait. Puis finalement, on regarde création en Exactement. 2003 et il y a eu vraiment un virage avec le pacte mondial en 2012. Donc, Seynabou, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire aussi où est-ce que vous allez? Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis Seina Bouguei, responsable RSE au niveau du groupe Neurotech. Voilà, Neurotech a matérialisé son engagement RSE en adhérant au Pacte mondial des Nations Unies depuis 2012. Le Pacte mondial des Nations Unies, c'est la plus grande initiative en matière de RSE qui encourage les entreprises à contribuer à l'atteinte des 17 ODD. Mais nous savons que le modèle d'engagement, chaque modèle d'engagement a ses limites et depuis 2021, nous voulons aller plus loin et c'est pour cette raison que nous visons la certification B Corp et nous avons commencé à utiliser l'outil BIA pour au moins avoir notre certification d'ici, pour soumettre notre certification pour 2023. Là, en 2022, nous allons publier notre 10e communication sur le progrès. Et là, nous nous lançons à la candidature pour la certification B Corp pour 2023. Et nous sommes accompagnés par Sophie.
Vous faites justement partie des premières entreprises qui ont suivi le programme de coaching qui va être reproposé du coup à d'autres entreprises. Et du coup, je suis contente aussi qu'il y en ait certains qui vont participer l'année passée, qui soient aussi connectés parmi les participants. Et ce que je trouve du coup intéressant, c'est que grâce au pacte mondial et à ce travail de devoir communiquer une fois par an sur votre progrès, donc c'est ce qu'on appelle la communication sur le progrès, vous avez identifié en fait 4, si je ne me trompe pas, ODD les plus matériels sur lesquels Neurotech peut impacter. Du coup, quels sont-ils et surtout quelles actions vous avez mis en place? Je te laisse nous dire, Sénabou. Exactement, parce qu'avec le pacte mondial encourage les entreprises à contribuer à l'atteinte des 17 ODD, mais 17 ODD de la matière existent. Alors nous avons réalisé le test de matérialité des enjeux RSE et nous avons identifié 4 ODD auxquels Neurotech a la capacité d'agir concrètement. Et parmi ces ODD, il y a l'ODD 4, l'éducation de qualité pour tous. Pour contribuer à cet ODD, nous avons signé des conventions de partenariat avec des établissements publics et privés. Et l'objectif, c'est d'offrir des postes de stage rémunérés aux étudiants de ces établissements, mais également d'envoyer nos collaborateurs, nos collaboratrices au niveau de ces établissements pour faire des interventions auprès des étudiants. Mais aussi, comment nous contribuons à l'atteinte de cet ODD, c'est d'embaucher des jeunes diplômés et de les aider à monter en compétences par des formations. De cette manière, Neurotech contribue à l'atteinte de l'ODD 4. L'autre ODD qui a été identifié, c'est l'ODD 5, qui est l'égalité entre les sexes. Notre politique RH, c'est de recruter sur la base des qualifications, indépendamment de tout ce qui est sexe, race, religion. Et nous offrons des conditions d'évolution attractives pour nos collaboratrices. Et c'est pour cette raison que la part des femmes dans l'effectif de Neurotech varie entre 42 et 45% depuis ça fait 3 ans que la variation, c'est entre 42 et 45% la part des femmes dans l'effectif de Neurotech. Mais également, il y a le principe d'égalité de rémunération qui est appliqué à Neurotech. Et le ratio du salaire de base et de la rémunération est identique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'autre action également que Neurotech fait, c'est les femmes sont au cœur des décisions stratégiques à Neurotech. Et c'est pour ces raisons que la part des femmes dans le management est de 66%. Là, c'est des actions que nous pouvons citer qui montrent que Neurotech contribue à l'atteinte de l'ODD 5. L'autre ODD, c'est l'ODD 8, relatif au travail décent et à la croissance économique. Là, nous garantissons la stabilité de l'emploi et nous ne proposons que des contrats à durée indéterminée pour nos collaborateurs. Nous ne proposons pas de contrats à durée déterminée au sein de Neurotech. Et également, dans notre politique RH, on décrit une procédure de révision annuelle des salaires afin de rémunérer la bonne performance, mais également de corriger tout ce qui est iniquité salariale et de respecter les normes du marché et de notre secteur d'activité en fonction de l'évolution. L'autre action, c'est également pour le salaire des ingénieurs, par exemple. Il y a un salaire de référence pour le secteur et là, les ingénieurs ont un salaire, leur salaire est à 40% au-dessus du salaire de référence du secteur ici au Sénégal. Et là, c'est des actions également que Neurotech fait pour contribuer à l'ODD 8, qui est le travail décent et la croissance économique. L'autre ODD, c'est l'ODD 13, relatif aux mesures, les mesures qui sont prises pour la lutte contre les changements climatiques. Vous savez, ici à Neurotech, les consommations énergétiques et les émissions qui sont liées et la production des D3E demeurent nos principaux axes d'impact environnemental.
Mais nous avons une politique qui est affichée au niveau de tous les espaces de travail et cette politique également est annexée à notre charte d'achat responsable. Nous mesurons notre empreinte carbone et nous travaillons à la mise en place d'actions pour la réduction de notre émission de CO2. Il y a des ateliers qui ont été faits, aussi bien dans les filiales qu'à Norotech Sénégal, le siège, et nous avons dégagé 6 règles d'or qui nous permettent de réduire notre empreinte carbone au bureau. Et ces 6 règles d'or sont affichées au niveau de chaque espace de travail. Là, c'est pour permettre au moins, c'est d'inciter les collaborateurs à avoir les bons gestes au bureau et de réduire notre émission carbone. Mais aussi, il y a aussi un jeu de sensibilisation pour les collaborateurs et collaboratrices. Il y a un challenge qui a été initié par la team RSE Économie d'énergie. Et chaque fois, il y a des affiches qui sont faites pour dire que, par exemple, il faut éteindre les ordinateurs, il ne faut pas allumer la clim et laisser la porte ouverte. Et il y a des visites inopinées qui se font. Et on vous met des points en plus ou bien des points en moins. Et après, on regarde quelle équipe a vraiment travaillé à avoir le moins d'impact possible sur l'émission carbone. Et là, c'est des jeux qui ont été, qu'on a organisés entre les équipes. Là, c'est les actions, je vous ai donné là les actions que Norotech est en train de faire pour contribuer à la réduction de son émission carbone. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu décris sur ce challenge inter-équipe de gamifier. En fait, c'est pas juste on affiche les engagements, mais on les gamifie pour, en fait, par cette logique un peu de score et de compétition interne vertueuse, inciter les gens à passer à l'action et donc faire que des pratiques qui sont affichées sont effectivement mises en place. Parce qu'il y a un peu ce défi de se dire, oula, mais attendez, s'il y a la visite mystère et qu'on est pris en flagrant délit de ne pas l'avoir fait, ensuite on s'en souvient. On ne veut pas être l'équipe qui va être pointée du doigt. Voilà. C'est un véritable challenge entre équipes. Donc, super pratique. Comme ça. Bah oui, et très transposable, je pense, pour les autres entreprises qui se posent la question d'engager leurs collaborateurs. Et quid alors de vos actions pour un numérique responsable, hein, parce que, en tant que justement intégrateur, mais aussi avec vos autres métiers, vous avez un impact notamment à travers tous les D3E. Oui, effectivement, et c'est pour cette raison que nous nous assurons que la vie de nos D3E est gérée conformément aux standards internationaux comme la Convention de Bâle et la législation en vigueur au Sénégal, mais dans le respect également et la protection de l'environnement. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel à une éco-société qui est éthique pour leur prise en charge et le recyclage. Là, nous avons mis en place des box de collecte dans les endroits au niveau de Norotech. Il y a les box et on incite également les collaborateurs à utiliser ces bornes de collecte pour les D3E. Ensuite, il y a les équipes de CETIC qui passent pour récupérer récupérer les D3E et procéder à le recyclage. Nous avons également procédé à l'achat de poubelles de tri qui sont déposées un peu partout. Et là, on demande aux collaborateurs de trier les poubelles. Et aussi, une fois que CETIC passe, l'équipe pourra prendre en charge ces poubelles et voir dans quelle mesure on peut recycler tout dans la protection, conformément à la protection de l'environnement. Et donc, Oui, pardon, vas-y. Non, c'est bon, allez-y. Je voulais compléter sur les D3E parce que vous m'aviez aussi partagé, c'est que ce n'était pas juste vos propres déchets, mais les déchets de vos clients du coup que vous collectez, avec une logique de, avant de recycler, aussi réutiliser potentiellement. Donc voir dans quelle mesure un appareil qui ne fonctionnait pas ou n'allait plus dans les spécifications chez un client peut aussi être réutilisé, donc avant de passer par l'étape recyclage. Exactement. Et nous avons également conçu la charte d'achat responsable qui est annexée au contrat.
Et alors, par rapport, justement, donc CETIC, comme vous faisiez partie du programme l'année passée pour remplir le BIA. Quels sont les apprentissages que vous avez eus en remplissant ce questionnaire Bicorp, sachant que le score qu'on voit à l'écran, c'est du coup, vous avez franchi le cap des 80 points, mais ce n'est pas encore un score certifié. C'est la future candidature. Ouais, avec Bicorp, Bicorp nous permet de mesurer réellement notre impact sur la gouvernance, les collaborateurs, les collectivités, les clients, mais également l'environnement. C'est beaucoup plus complet. Il y a des questions précises qui sont posées. Tu dois apporter des réponses claires et les justifier. Et je pense que la Bicorp nous a beaucoup appris par rapport à notre engagement RSE, l'orientation qu'on doit en faire. La RSE, ce n'est pas juste avec le Global Compact. C'est vrai, chaque année, nous rédigeons la communication sur le progrès que nous publions au niveau du site des Nations Unies, mais il n'y a pas de contrainte. C'est toujours volontaire, alors qu'avec Bicorp, c'est beaucoup plus contraignant. Les questions sont très précises et tu n'as pas le choix, tu dois donner une réponse claire et la justifier. Et je pense que ça a été un exercice très... c'était très difficile pour l'équipe de Norotech. Challengeant, un vrai challenge. Oui, et ça nous a permis de mieux structurer également notre RSE. Super. Et de nouvelles idées aussi peut-être potentiellement, de choses que vous n'aviez pas forcément identifiées. Oui, exactement, exactement. Il nous fallait mieux structurer nos activités, nos actions, mais également réfléchir à comment mettre en place certaines choses pour répondre aux exigences de Bicorp. Et donc, ce label, effectivement, il est exigeant. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, quand vous avez soumis votre candidature, c'est vérifié par l'ONG qui le propose. Et donc, il y a une logique aussi de dire, nous, on pose un tampon sur ce que vous faites pour crédibiliser votre démarche et dire, justement, c'est pas juste du déclaratif comme dans le Global Compact où c'est l'entreprise qui raconte et dit ce qu'elle veut. Et du moment qu'en fait, elle coche bien les 10 cases demandées, c'est publié. Pour autant, il n'y a pas cette notion de vérifier et de s'assurer que oui, ce qui est dit est effectif. Ce qui n'est pas le cas dans Bicorp, pour le coup. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage hyper riche et je vous redonne la parole dans quelques instants pour parler de vos conseils aux entreprises qui nous écoutent. Mais avant ça, vous avez en fait des deux côtés parlé de deux outils, deux grilles de lecture pour agir en fait et que vous avez vous-même utilisé. Et un autre élément moi, qui ressort de vos témoignages, c'est cette notion aussi de se poser les bonnes questions et derrière de mesurer ce qui compte vraiment. Pour le faire, vous avez une logique, que ce soit Neurotech ou chez Palo IT, d'utiliser à la fois la grille de lecture des ODD dont on parlait un peu plus tôt, et aussi vous avez utilisé le référentiel Bicorp. Donc, c'est deux grilles de lecture auxquelles sont associés deux outils. Le SDG Action Manager d'un côté, qui en fait va vous permettre par une série de questions de savoir à quel ODD vous contribuez de façon prioritaire. Et donc là, la vertu d'utiliser cet outil, c'est que ça vous permet de vous appuyer sur ce référentiel international qui est reconnu sur le développement durable. Et c'est aussi une grille de lecture assez simple et communicante, parce que derrière, vous pouvez dire je contribue à tel ODD avec telle ou telle action que j'ai prise. Sur Bicorp, en fait, vous allez mesurer votre impact sur 5 dimensions à travers cet outil, donc le B-Impact Assessment, qui est disponible en français. Et c'est aujourd'hui, Senabou le disait, en fait, l'un des référentiels internationaux les plus exigeants, mais aussi reconnus, en fait, derrière, parce qu'une fois que vous êtes labellisé, vous pouvez communiquer sur votre labellisation et avoir, du coup, ce tampon d'un tiers externe qui est venu vérifier ce que vous dites. Et moi, je trouve aussi d'expérience que c'est un questionnaire pragmatique qui vous permet vraiment de faire une évaluation à 360 de vos pratiques, donc environnementales, sociales et de gouvernance. Et donc, même si vous n'allez pas jusqu'à la certification, ça a le mérite de vous aider à vous poser de façon très précise toutes les bonnes questions et trouver des bonnes idées, bonnes pratiques, comme le disait Senabou. Et donc, si je fais juste un zoom sur la grille des ODD, en fait, si vous choisissez d'adopter cette paire de lunettes, les questions à vous poser, déjà, c'est de vous dire à quel ODD nous contribuons, un peu comme Neurotech a fait l'exercice, de dire c'est lesquels les ODD sur lesquels nous contribuons.
La deuxième question à se poser, c'est de ne pas faire juste ce travail seul. Et Julia en a un peu parlé à travers l'un des ateliers que vous proposez, et de se dire comment aussi, enfin, à quel EDD on pourrait aussi contribuer davantage en mobilisant en fait vos parties prenantes. Donc, au-delà de juste faire l'exercice avec vos collaborateurs, essayer de mettre d'autres personnes autour de la table. Et enfin, pour faire un peu votre sélection, vous posez la question de l'impact mesurable pour pouvoir suivre votre progression dans le temps. Et donc ça, en fait, ces questions-là, c'est des questions que se posent les entreprises comme Neurotech, par exemple, en devenant membre du Pacte mondial des Nations Unies, qui est en fait l'initiative portée par les Nations Unies pour les entreprises qui veulent s'engager sur les ODD. Alors, du coup, petit sondage dans le chat. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas posé de questions. Si vous deviez, du coup, choisir maintenant, vous, 2 ODD sur lesquels votre entreprise a un impact mesurable, lesquels choisiriez-vous? Sachant que, bon, on a vu un peu plus tôt qu'il y en a 2 que les entreprises choisissent toujours. D'ailleurs, Neurotech, j'ai vu, vous les aviez. Nos fameux ODD 8 et 13, donc qui sont, entre guillemets, assez, où l'impact est assez facile à mesurer, mais je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres ODD qui ressortent à travers vos activités. Et donc, à vos souris. Ah, intéressant, je vois le 9 et le 5, je vois aussi, 5 et 13, comme Neurotech. Christelle, peut-être, de M. Jangal, est-ce que tu peux prendre la parole? Ah, voilà, pour nous parler du 4. Qu'est-ce que vous faites avec M. Jangalé sur le 4? Tu peux me débloquer ton micro. Donc, Mjangalé étant une start-up qui œuvre dans l'éducation et surtout le coding, enseigné aux jeunes avant l'université. Donc, nous, on se focalise vraiment sur l'éducation, l'accès à des cours sur quelque chose qui n'est pas forcément enseigné au Sénégal dans le cursus normal. Et aussi, c'est nous, notre vision aussi, c'est d'atteindre tout le monde au Sénégal, c'est-à-dire pas seulement les lycéens, les collégiens qui se trouvent sur Dakar. Donc, la qualité, mais aussi l'inclusivité, en fait, en termes des régions, d'intégrer les 14 régions et aussi, bien sûr, d'avoir un focus beaucoup sur les filles aussi et la technologie. Merci beaucoup, Christelle. Et donc, c'est intéressant de voir comment, là, en l'occurrence, vous avez vraiment naturellement un EDD qui est lié au cœur d'activité de votre entreprise et pas forcément juste à votre responsabilité, parce qu'on a vu le 4, Neurotech l'a aussi choisi. Et c'est plus dans une logique de se dire, on a aussi envie d'avoir un impact sur le sujet de l'éducation, mais ce n'est pas le cœur de notre business au quotidien. Donc, ça, c'est une distinction intéressante à faire. Je reviens maintenant en quelques mots sur le référentiel Bicorp et après on prendra toutes vos questions dont Julia a parlé justement de comment en fait on mesure votre impact aussi sur la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité dans laquelle notamment on parle de sujets autour de vos fournisseurs, vos clients et l'environnement. Et donc quand vous avez rempli cette évaluation, si vous dépassez un score de 80 points, vous pouvez prétendre à la certification Bicorp, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la certification. Vous pouvez utiliser l'outil gratuitement pour mesurer votre impact, et notamment parce que ça vous permet justement d'avoir cette triple lunette gouvernance sociale, sociétale et environnementale sur votre performance et vos pratiques. Là, je vous ai mis quelques pistes que vous pourrez découvrir plutôt dans le support par la suite pour vous aider à vous poser les bonnes questions sur ces 3 dimensions. Du coup, sur l'impact, vos impacts environnementaux, l'enjeu étant vraiment de les mesurer pour être en capacité de les réduire. Et c'était le sens aussi de l'intervention de Neurotech, notamment quand vous nous avez parlé de consommation d'électricité ou même de la façon de traiter vos D3E. Sur les impacts sociaux et sociétaux, là, l'enjeu, c'est de plutôt mesurer pour progresser. Et donc, là encore, une série de questions qui sont extraites du questionnaire Bicorp et donc que vous pourrez retrouver en fait en allant dans l'outil pour en fait inciter votre entreprise à aller plus loin sur ces sujets. Et puis, une troisième
Le troisième grand sujet, celui de la gouvernance, c'est comment on fait, comment on mesure pour durer dans le temps. En fait, quand on parle de sujet de gouvernance, on parle de règles du jeu, les règles que se donne l'entreprise pour mieux fonctionner dans le temps. Et donc, quels sont les indicateurs qu'elle suit, quels sont les principes éthiques qu'elle respecte. Et un sujet très, très important dans le monde de la technologie, celui de la confidentialité et du traitement responsable des données, puisque vous vous retrouvez très, très souvent à traiter ce type d'éléments. Le BIA, donc le B-Impact Assessment, vous permet du coup de mesurer non seulement vos pratiques, mais aussi leurs effets. Et donc, pour vous donner un exemple, c'est très bien de dire qu'on a une politique, mettons, de mécénat de compétences. Donc, on permet à nos collaborateurs d'aller intervenir, mettons, dans les écoles ou ailleurs pour partager leurs compétences, comme ce que fait Neurotech. Mais ce que mesure le BIA aussi, c'est les effets, c'est-à-dire, mais finalement, vous avez cette politique en place, mais combien de collaborateurs dans les faits le font? Donc, pour se rendre compte, c'est jusqu'à quel point vos politiques sont mises en place et quel est l'impact qu'elles génèrent. Vous pouvez tous et toutes vous créer dès à présent un compte et on vous le remettra dans l'email de suivi et dans la vidéo de replay. Vous trouverez aussi le lien sur la plateforme bimpactassessment.net. Et puis pour celles et ceux qui suivront le programme de coaching, on rentrera plus en détail et on aura cette logique justement d'échange de bonnes pratiques et un rythme aussi pour remplir le questionnaire. Parce que comme le disait Senabou, ça peut être challengeant. Moi, je vous conseille, si vous vous lancez tout seul dedans, donc je vais vous donner moi mon conseil dès à présent, c'est en tout cas de faire une première passage et de choisir un peu vos questions et de repasser une deuxième fois de façon plus approfondie ensuite, en ayant fait appel aussi peut-être à 12 entreprises qui ont déjà fait l'exercice comme Neurotech. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se disent, on nous a présenté d'un côté un outil sur les ODD et un autre, c'est le référentiel Bicorp, lequel choisir. Ces deux outils, en fait, sont connectés. Donc, si vous faites l'exercice en commençant par le SDG Action Manager ou par le BIA, en fait, vous avez 40% de questions qui sont communes. Donc, c'est les vases communicants. Ça se transmet d'un outil à l'autre. Et donc, vous pouvez très bien commencer en vous disant, nous, la grille de lecture qu'on a envie de prendre, c'est plutôt les ODD et on verra dans un deuxième temps si c'est pertinent, un peu comme Neurotech l'a fait, ou même Palo IT a aussi fait l'exercice. Et là, je vous ai mis un exemple juste d'une autre entreprise qui utilise ces deux référentiels, qui est un hébergeur web qui est Infomaniac, qui est basé en Suisse, qui a justement d'abord fait l'exercice de mesurer sa contribution aux ODD avant de mesurer sa contribution dans le B-Impact Assessment. Et donc, quel serait, je me tourne vers nos intervenantes, quel serait le conseil que vous donneriez aux entreprises pour qu'elles se lancent, donc aux entreprises présentes? Et pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'on arrive doucement à la fin de ce webinaire et bientôt à la table ronde. Alors, je vais peut-être commencer, comme je ne présentais pas Laurent premier. Alors, à part moi qui avait un peu de notion, quand je suis arrivée à l'agence de Lyon, personne n'y s'y connaissait dans le sujet de la certification Bicorp. Donc, on n'a pas hésité à lever la main et demander de l'aide aux gens quand on ne savait pas, quand on ne comprenait pas les questions. Et en fait, il y a une communauté de gens qui sont là. Quand on regarde un petit peu, on demande sur LinkedIn, ailleurs, ça existe et les gens sont bienveillants. Des communautés Bicorp aussi, il y a des groupes de travail, même une fois qu'on est certifié, et ça continue. Donc, personne ne sait tout parce que c'est des sujets assez neufs. Donc, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de questions bêtes et demander de l'aide aux gens. Et la deuxième chose, c'est que souvent, les sujets de soutenabilité, RSE, impact, on a l'impression qu'on peut mettre une personne en charge et le changement va avoir lieu. Et en fait, non, c'est comme tous les gros projets. Il y a une dynamique à mettre en place. Et les entreprises qui arrivent le plus facilement à atteindre leur score Bicorp, qui arrivent le plus facilement à mettre en place des projets, c'est ceux qui investissent dans une démarche collective. Nous, c'est le retour qu'on a eu justement d'autres entreprises quand on s'est demandé comment le faire. Et c'est ce qu'on a constaté nous-mêmes. On a pris le temps de faire des ateliers où on a impliqué tous nos collègues. Alors, des fois, c'était juste 2 ou 3 fois par an.
Mais de là, j'ai pu recruter 4 autres personnes qui sont venues donner un coup de main plus régulièrement ou être en charge d'un côté spécifique du projet. Et c'est là où c'est gagnant parce que c'est vrai, c'est aligné avec la mission de l'entreprise et c'est pas du greenwashing en plus. Et en contraposé, justement, c'est intéressant de voir que les rares cas de non-certification, c'est des entreprises qui avaient réussi à se certifier une première fois en ayant un projet porté par une personne. Et la personne est partie entre-temps et du coup, la certification n'a pas tenu. Donc, c'est aussi une garantie de longévité et de permanence quand on va vers la certification, en l'occurrence. Côté Neurotech, quels seraient vos conseils pour des entreprises qui veulent se lancer? Alors, Sophie, pour la question conseil, je vais plutôt laisser la parole à Seynabou Gueye. Mais moi, j'aimerais partager avec vous les avantages que nous avons eus à travers le BI, en fait. Ça a été une très, très belle expérience au sein de Neurotech, notamment personnelle, mais également avec tous les collaborateurs. Parce que comme le disait Julia, on a eu à faire des séances de travail avec tout le monde pour intégrer les collaborateurs, pour leur présenter le BI, pour qu'ils voient à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on attend en fait. Donc, on l'a découvert ensemble et on a travaillé ensemble, ce qui nous a apporté plusieurs points que je voulais partager. Le premier, c'est l'intégration de la responsabilité sociétale dans tous les statuts de Neurotech. Ça a été fait juste après notre formation. Le changement dans la gouvernance avec l'inclusion de la RSE dans la stratégie. Donc maintenant, on a une stratégie RSE bien définie, mieux définie, beaucoup plus claire et partagée aujourd'hui au sein de toute l'entreprise. Donc tout le monde a la même vision de ce que c'est que la RSE aujourd'hui et l'impact, l'enjeu et l'objectif de cette RSE-là et de cet engagement-là. On a intégré au niveau du conseil d'administration une ONG. Maintenant, il y a une ONG qui est membre du conseil d'administration. On a mis également en place des indicateurs RSE dans les objectifs des managers. D'ailleurs, bientôt, il y aura qu'on appelle ça, les évaluations. Et aujourd'hui, la RSE, on a montré aux collaborateurs que la RSE est un point important dans l'évaluation et dans les performances. Nous avons pris en compte des critères inclusifs dans nos fiches de recrutement. Améliorer donc les suivis de nos indicateurs RSE, comme par exemple avec les services généraux. Ils mesurent l'empreinte carbone avec le suivi du carburant et du kilométrage des véhicules à travers notre CRM Salesforce. Donc, c'est intégré directement sur Salesforce et on a les résultats. On a mis en place de nouvelles politiques, comme par exemple la gestion des déchets en interne, avec la mise en place des poubelles donc, recyclables. Seynabou en a parlé tout à l'heure. Et avec le CETIC, donc, qui est l'éco-société qui évolue dans le recyclage des déchets électriques, électroniques et équipements, on a pu étendre tout ce qui est déchets ménagers et plastiques. Donc, c'était important pour moi de préciser que voilà, le BI nous a quand même apporté beaucoup de choses. Et je sais que quand on va finaliser, donc là, on va cliquer sur le bouton, comme tu aimes bien dire, on y gagnera beaucoup plus avec le Bicorp. Voilà. Et alors, le conseil du coup de Seynabou Gueye? Ok, le conseil que je pourrais donner, c'est d'abord, il faut identifier toutes les actions et les activités RSE et les structurer. Je pense qu'avant de se lancer dans le BI, il faut structurer les actions et les activités RSE, voir quel impact on a eu sur l'environnement, la collectivité, les collaborateurs, les clients, la gouvernance. Ensuite, avant de se lancer. Si on ne structure pas les actions, ce sera très difficile de remplir le formulaire BI. Moi, c'est le conseil que je peux donner, mais également de travail en équipe, comme l'a dit tout à l'heure Julia. Une seule personne ne peut pas se charger de cette certification. Il faut une équipe. Nous avons désigné pour chaque domaine d'impact, il y a une équipe qui a été formée pour travailler pour chaque domaine d'impact. Le domaine d'impact collaborateur, il y a un groupe de travail qui font des centres de brainstorming, des ateliers et pour au moins voir comment est-ce qu'on peut renseigner, comment est-ce qu'on peut être en conformité avec les questions qui sont posées sur le BI. Il faut un travail collaboratif.
Merci beaucoup à toutes pour vos conseils. Et en l'occurrence, d'ailleurs, dans le programme de coaching qu'on vous propose, du coup, dans le cadre du programme NTF5, vous aurez, donc, on va dire, une personne référente sur le sujet, mais vous pouvez très bien vous connecter à plusieurs sur les sessions de coaching selon les thèmes, parce que ça vous permettra d'avancer, en fait, notamment quand on va parler de la partie environnement. Sénaboul le disait, les services généraux sont c'est une partie prenante clé en fait sur la mesure de cet impact-là. Donc, n'hésitez pas à embarquer avec vous d'autres personnes de l'équipe ou au moins en tout cas réutiliser les contenus qui sont partagés avec ces collègues-là pour les engager. Et je conclurai juste sur le sujet de l'impact. C'est un sujet vraiment transversal. Moi, je pense que vous l'avez compris par les différentes interventions. Et donc, effectivement, se lancer seul, porter le sujet seul, ce n'est pas un gage de durée dans le temps et le projet n'aboutira pas. Je me tourne maintenant vers le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions pour nos intervenantes que je relaisse. Du coup, je relaisse à l'écran suite à ces différentes interventions ou des réactions. Peut-être aussi des témoignages, s'il y en a qui veulent nous partager en quoi ils trouvent que leur entreprise aujourd'hui est contributive, contribue aux objectifs du développement durable et à un numérique plus responsable. Oui, Sophie, en attendant qu'il y ait des mains qui se lèvent, s'ils peuvent lever la main juste pour dire, parce que j'ai oublié de le préciser au début, tu en as reparlé par rapport au programme de coaching. Effectivement, on va dans le courrier que j'avais envoyé pour le webinaire, on indiquait aussi le formulaire que je vous avais transmis pour que les gens puissent manifester éventuellement leur intérêt de suivre le coaching, ces 6 séances de coaching-là dans les 3 mois à venir. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps ou qui n'ont pas répondu directement à ce formulaire-là, c'est toujours possible après de nous envoyer un mail. On va arbitrer après en fonction des candidatures qu'il y a pour retenir les 5. Et en tout cas, merci encore beaucoup aux échanges d'expérience, au retour d'expérience de Palo IT et de Neurotech. Ne doutez pas de ce niveau de finesse-là au niveau de Neurotech où ils sont descendus à ce niveau-là. Et peut-être, bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui lève la main, bon, j'en profiterai pour avoir la première question alors, juste à savoir pour les entreprises, parce qu'on sait que les bénéficiaires en tout cas du projet NTF souvent sont des petites entreprises ou de moyennes entreprises de 5, 10 personnes et de plus en plus qui n'ont pas une infrastructure tech locale, une infrastructure qu'ils gèrent eux-mêmes. Tout le monde, beaucoup sont de plus en plus dans le cloud, etc. Qu'est-ce que, voilà, est-ce que c'est pas encore plus challenging pour eux de se dire, mais comment ils peuvent contribuer, je veux dire, parce que c'est peut-être 2, 3 portables qu'ils ont là, enfin 5 ou 6 portables, c'est tout. Et comment dans ce cas-là, peuvent envisager leur impact, leur contribution dans ces ODD? Question assez vaste, mais bon, c'est quand même la réalité pour beaucoup de nos entreprises. Alors, moi, j'ai quelques éléments, mais je laisse peut-être d'abord témoignages d'entreprise sur finalement, en fait, sous l'angle en particulier environnemental, comment on fait quand on est une petite structure. Moi, j'ai un retour d'expérience parce que avec Wiser Impact, on est dans la catégorie petite structure, on est 4. Donc, on est pile dans ce profil-là. Et je pourrais vous partager quelques éléments. Mais Julia, je t'ai vu réagir. Alors, sur l'environnement, donc effectivement, nous, on a bien, comme chaque entité du groupe est indépendante, donc la plupart d'entre nous rentrons dans petite structure. Hein, on est 20 à Lyon. Là, nous, on s'engage sur un bilan carbone, premièrement, au niveau de l'environnement. Et de toute façon, dans le BIA, on se rend compte, il y a des questions en déclenchement. Si on dit qu'on fait un bilan carbone, paf, il y a des questions qui apparaissent. Donc, ça, c'est assez structurant quand on fait le choix de faire un bilan. Avant de faire ça, on a déjà vraiment utilisé, Sénaboul le mentionnait tout à l'heure, d'utiliser les questions parce qu'elles sont précises. Et du coup, quand on a des questions précises, on peut challenger et on sait quoi demander en fait. Donc, parfois, ça peut être un truc très simple, genre, OK, on utilise du papier FSC dans l'imprimante.
et on sait en quelle cartouche on a. Ça peut être effectivement mettre en place des poubelles de tri. Ça peut être le kit de bienvenue des collaborateurs. Donc, nous, on a décidé qu'on offrait des couverts et une gourde pour éviter l'usage du plastique. Mais après, il y a des gens qui peuvent aller plus loin. Il y a des contraintes réglementaires. Par exemple, en France, il faut rembourser la moitié du titre de transport pour aller au travail. Donc, il y a des entreprises qui décident d'aller encore plus loin, qui disent, bah, nous, on va rembourser 25% en plus. Ou alors, si vous achetez un vélo, bah, on vous rembourse X% du vélo. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites sur l'environnement. La charte de fournisseurs, pareil, je crois que Neurotech, vous êtes peut-être plus avancé que nous. En tout cas, de faire le travail de responsabilisation autour des achats, ça vient, c'est intéressant parce que c'est une question à double levier, ou voire triple. C'est-à-dire que vous avez les 5 piliers, mais ils sont tous connectés. Donc, par exemple, si vous faites une sorte d'achat responsable, vous dites, bah voilà, nous, on arrête d'acheter des trucs à moins de 1000 km ou à moins de 500 km. Tout dépend du produit. Une tomate ou une mangue ou un avocat, c'est pas compliqué. Par contre, une puce électronique, c'est un autre débat. Donc, c'est où vous mettez la jauge au niveau de votre entreprise. Ça vient toucher à la fois sur l'environnemental, mais aussi ça soutient des commerces locaux et donc vous allez sur d'autres piliers. Donc, voilà, j'ai un peu débordé sur la question, mais je pense que c'est important parce que je suis sûre que parmi nos participants, vous avez mis en place des actions. Aujourd'hui, vous vous dites, oh, je ne sais pas si ça qualifie, mais au contraire, je vous invite vraiment à donner des exemples aussi petits ou précis que je viens de dire moi, pour que Sophie vous en parle plus et vous explicite où est-ce que ça peut rentrer dans les cases, quoi. Merci beaucoup, Julia. Et peut-être donc retour d'expérience, nous, chez Wiser Impact, sur en particulier notre impact environnemental, on s'est posé quand même pas mal de questions parce que du coup, entreprise de conseil, mais avec cette spécificité d'être, en fait, tout le monde est en remote, ce qui veut dire qu'on est très dépendant de la technologie. Et donc, nos choix, en fait, d'outils et de partenaires impactent notre bilan carbone qu'on a fait par ailleurs. Et un autre poste d'émission important dans notre bilan carbone, c'est la mobilité, parce que nécessairement, comme on n'est pas toutes dans la même ville, bah forcément, pour se voir, on prend des transports. Et donc, bah, nous, on s'est mis des choix contraints, en tout cas sur les choix de transport, en fait, d'être 100% en mobilité train autant que possible. Et si jamais, pour X ou Y raison, on doit passer par l'avion, en fait, vraiment se poser la question de est-ce qu'il y a il n'y a pas en fait juste moyen de ne pas faire ce déplacement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur une équipe de 4 personnes, on a un bilan carbone à 2,6 tonnes par an. Et sur ces 2,6 tonnes, on a en fait 0,3 lié au transport, alors qu'en fait, on se déplace beaucoup. Donc, c'est pas peu. Dans nos choix technologiques, il y a des choses sur lesquelles on a été contrainte. Donc, clairement, bah, il y a dans les GAFAM, il y en a certains dont les outils proposés aujourd'hui sont les plus performants. Pour autant, on a eu aussi une marge de manœuvre. Je vous donne l'exemple, le choix de notre partenaire comptable. En fait, comme tout est digitalisé, la question, c'était de se dire bah, avec qui on a envie de travailler. Et nous, on a arbitré dans le sens d'un comptable local dont on sait qu'il utilise les serveurs d'Infomaniac. Et Infomaniac est un hébergeur responsable. Et moi, ça faisait partie des critères de sélection en fait, de notre partenaire comptable, c'est de dire, OK, mais où sont stockées nos données, quel hébergeur vous utilisez. Et ça a en fait déterminé notre choix. Et peut-être 2 derniers éléments qui sont liés à une conférence moi, que j'ai eu la chance de suivre la semaine passée sur le cloud, intitulée Miracle ou Mirage pour un numérique responsable. Alors, ce qui est intéressant sur le sujet du cloud, c'est que souvent, on limite l'impact environnemental du cloud au sujet des émissions de gaz à effet de serre, mais il faut voir qu'il y a bien d'autres impacts environnementaux en fait associés au cloud. Et donc, l'un des premiers messages déjà, c'est de se dire, bah, pour accéder au cloud, on a besoin de terminaux. Donc, le plus longtemps possible, vous faites durer les terminaux que vous utilisez le mieux, parce que ce sont c'est derrière en fait des éléments de matière qu'on n'est pas en train d'utiliser. Nous, par exemple, on fait le choix de prendre que du reconditionné, donc on n'achète pas neuf.
ce qui veut dire que déjà, on donne une seconde vie à des appareils que d'autres ont déjà utilisés. Et puis, quand on fait en fait l'analyse, par exemple, du numérique, on se rend compte que dans l'impact environnemental, c'est 1/3 le réseau, 1/3 justement les utilisateurs et donc les appareils qu'ils utilisent, et seulement 1/3 les data centers. Donc, dans le cloud, on a tendance à un peu, je dirais, mettre le focus sur le sujet des data centers, mais c'est pas le cas, c'est qu'une partie du problème. Donc, c'est important de regarder aussi les autres impacts. Et dans certains cas, et notamment à partir d'une certaine taille, et je pense que les entreprises comme Neurotech peuvent être concernées, avoir son infrastructure en local peut avoir plus de sens et moins d'impact environnemental qu'une infrastructure dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut voir que tout est question de où est le serveur que vous accrochez pour aller récupérer vos données. Et donc, on avait notamment un hébergeur en Suisse qui nous faisait le calcul en termes justement de trajet de l'information qui nous montrait effectivement que si on a des serveurs qui sont en Suisse au plus près de l'endroit où est consommée la donnée, on utilise de fait moins d'énergie. En plus, on sait que c'est de l'énergie qui est peu carbonée. Et par exemple, ici, nous, on a une école d'ingénieurs qui s'appelle le PFL, et où ils ont fait l'analyse et ils se sont rendus compte qu'il valait mieux qu'ils gardent toutes leurs infrastructures en local plutôt que de tout basculer dans le cloud. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que sur des plus petites entreprises, 5 à 10 personnes, clairement, le cloud est l'option. La question et l'élément sur lequel vous avez potentiellement levier, c'est de vous dire où sont stockées mes données et par qui je passe. Après, si je peux me permettre de commenter sur ça, alors nous, on a mis en place un outil de mesure justement d'évaluation d'empreinte carbone des produits qu'on fait pour nos clients. Et c'est frappant de voir la proportion entre les données qui voyagent, le cloud ou le centre de données et l'infrastructure, le terminal, le téléphone ou la tablette qu'on utilise. Et en fait, les données et le cloud, à eux deux, ils représentent en général une vingtaine de % de l'empreinte. Et le terminal, par contre, il représente 70 à 80%, parfois 90% dans les cas. Et donc, c'est pour dire que c'est intéressant parce que quand on commence à avoir des données en tête, on commence à se rendre compte quelles sont les priorités. C'est-à-dire que s'il faut commencer quelque part, effectivement, acheter du reconditionné et s'assurer que des terminaux ou la techno soit utilisée le plus longtemps possible, c'est là où il faut commencer en fait, s'il faut prioriser. Et ce qui est un peu difficile, c'est que parfois, les collaborateurs, ils ont du mal à comprendre que ça, c'est ce qui a le plus d'impact. Et on revient à cette notion de sensibiliser. C'est-à-dire quand on explique à quelqu'un qu'une puce de 2 grammes, c'est 32 kilos de matières premières extraites, mais qu'un centre de données, ça ne pèse que 10% dans l'empreinte, tant qu'on n'a pas ces choses-là en tête, c'est difficile de faire son métier de manière responsable, en fait, ou de comprendre la démarche que met en place le groupe de travail à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Merci Julia. Et je crois que donc c'est Issa qui avait une question. Plutôt que de lever la main, n'hésitez pas. Voilà. Alors, démuter le micro. Ah, allez-y. Merci beaucoup. Je suis très content d'avoir assisté à ce webinaire-là parce que ça nous a énormément aidé. Heureusement, je ne le faisais pas seul, il y avait les gars de l'équipe qui étaient juste à côté. Moi, je pourrais dire qu'on avait un premier challenge, c'était le challenge de faire comprendre aux entreprises africaines, principalement aux PME, que des défis sur une éco-responsabilité, c'est important pour eux. Donc, souvent, on pense que ce n'est pas une priorité chez nous. Et il y a eu un travail qu'on avait commencé il y a cela quelques années. Donc, nous, on est une plateforme qui met en relation les freelancers et les entreprises, donc permettant à ce qu'on puisse faire du travail de manière remotely, de se faire payer avec les monnaies locaux et de ne pas attendre à avoir un diplôme pour commencer à travailler. Et donc, en fait, le premier challenge qu'on avait, c'était un peu trop ambitieux, c'était de réinventer la manière dont les gens travaillent ici en Afrique. Et donc, on a priorisé une utilisation digitale. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, au lieu de recruter une personne qui se déplace, utilise un véhicule, vient là-bas, utilise de l'électricité, etc., travaille directement en ligne et est payé directement en ligne et monitoré avec des équipes. Donc, aujourd'hui, on a 2600 et quelques utilisateurs en Afrique francophone. Et l'autre chose aussi,
c'est de simplifier la majeure partie des données qui sont partagées sur Internet. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on avait fait après avoir créé cette solution-là qui permettait de réduire déjà l'impact de carbone des entreprises, c'était aussi de réduire cet impact-là via les serveurs qui sont utilisés. Depuis 2 ans, nous n'utilisons plus de serveurs directement de VFS, on utilise seulement les serveurs en SSD, parce que même les serveurs que l'on prend au niveau des hébergeurs ont des technologies différentes. Certains utilisent beaucoup moins d'énergie parce que ce n'est pas des disques durs physiques, c'est en SSD, donc du coup c'est plus rapide, ça utilise beaucoup moins d'énergie. La troisième initiative aussi qu'on avait faite, c'est, puisqu'on est dans le digital, on a appuyé des initiatives qui visaient à sauvegarder le climat, etc., comme Save Dakar. Donc, nous avons un discount sur tout ce qui est ONG et associations. Nous avons un discount de 50%. Donc, du coup, ils peuvent avoir le site Internet, avoir des outils de collaboration, etc. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est comment est-ce que nous, en tant que petite entreprise africaine, on peut sensibiliser, parce que ça, c'était le premier défi que nous, on a toujours, qu'on peut sensibiliser nos pairs, les autres qui sont dans le même secteur que nous, qu'ils prennent conscience de cette problématique. Merci. Julia, est-ce que tu veux... On t'entend pas, je ne sais pas si tu veux répondre. J'allais proposer si une Sénapou voulait répondre. Ouais. Comment Euh, sensibiliser en fait sur justement le rôle que nos entreprises peuvent avoir en Afrique sur le numérique responsable et en fait l'importance de cet impact en fait. pour les entreprises africaines, sénégalaises, je pense qu'il faut d'abord les sensibiliser sur les valeurs de la RSE qu'il faut partager avec les collaborateurs d'abord. Parce que je pense qu'ici, quand on parle de RSE, les gens pensent à la collectivité, à l'externe, à l'environnement proche, alors que l'environnement proche, c'est les collaborateurs d'abord. Il faut d'abord que les entreprises africaines se préoccupent des préoccupations sociales de leurs collaborateurs, qu'ils partagent avec leurs collaborateurs les valeurs de la RSE pour au moins commencer à mettre en place des actions et des activités RSE. Moi, c'est le conseil que je pourrais donner aux entreprises africaines. Merci Sénabou. Et Julia, peut-être sur le volet plus environnemental, qui est votre focus. Sur le volet environnemental, il y a une mode qui a commencé il y a quelques années d'organiser des ateliers qui prennent 2 à 3 heures, enfin plutôt 3 heures, comme la fresque du climat, comme d'automne, qui deviennent de plus en plus populaires parce que en fait, les gens découvrent plein de données et comprennent plein de choses, mais c'est 3 heures et on n'a pas toujours 3 heures. Je pense aussi qu'il y a un biais culturel parce que ça a été fait en France par des ingénieurs. Donc, si on veut le rendre plus simple pour des gens qui s'intéressent de loin à un sujet comme ça ou ne le connaissent pas, c'est peut-être trop. Par contre, des gens qui ont participé à cet atelier, à ce genre d'atelier, ils ont eu l'idée de se dire, mais en fait, ça me frustre quand je suis à table avec des amis ou je parle à mes voisins, j'ai pas de réponse, de petites données, de trucs pour faire mouche et pour donner envie en fait aux gens d'en savoir plus. Et ils ont conçu un outil qui est disponible en ligne, qui s'appelle le quiz de l'Anthropocène. Et en fait, c'est une plateforme qui permet de concevoir des quiz. Alors, il y a une association qui s'est constituée et ils organisent le contenu, ils conçoivent les quiz. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut publier comme ça. Mais c'est très bien fait parce que ça prend que quelques minutes. C'est au max une dizaine de questions. Je vous ai mis en lien juste un quiz en exemple sur le numérique, justement. Et c'est super parce qu'à chaque fois que vous répondez, vous avez la réponse détaillée. Et donc, en fait, il y a un côté, les gens sont challengés de dire, bah, tiens, je ne connais rien, ou tiens, moi, je vais... Vous savez, on est tous un petit peu compétitifs, on veut savoir qui va gagner le quiz ou le résultat. Et donc, ça permet d'engager les gens de manière plutôt rapide et après, peut-être ouvrir la conversation, en fait. Il y a des gens, par exemple,
Moi, je me rappelle, en Amérique, les gens, ils sont fous de leurs chiens, ils ont des chiens partout, des magasins de chiens, et les gens, ils sont hyper écologiques, mais en même temps, en fait, un chien, ça consomme autant qu'une grosse voiture en empreinte carbone. Bon, quand on a une information comme ça, on ne sort pas indemne, on dit « Ah, quoi? C'est quoi? Comment ça marche ?» Et donc, en fait, c'est plus facile d'avoir une conversation et les gens, ils viennent spontanément vous poser plus de questions et c'est peut-être plus facile. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu avais en tête quand tu parlais de sensibiliser les pairs, Lisa. Sophie, Oui, peut-être une contribution aussi. Je pense que des entreprises déjà ordinaires de cette nature-là contribuent à ça, à sensibiliser justement les entreprises tech que nous sommes, quoi, la plupart du temps. Je disais au début que c'était souvent une question non prioritaire ou peut-être même totalement insensible à cela. Et je pense que des entreprises telles que Neurotech, justement, qui ont fait cette démarche-là et qui sont à ce niveau aussi avancé, et qui veulent même aller jusqu'à la certification. Donc, on disait que même la certification, c'est peut-être la cerise sur le gâteau même, mais le fait d'avoir fait le bien et d'avoir une certaine orientation et d'être sensibilisé à ce niveau-là, c'est déjà quelque chose d'extra. Je pense que peut-être des entreprises comme celle-là pourraient aussi sensibiliser encore plus facilement les entreprises tech de l'écosystème-là en organisant des ateliers de cette nature pour partager cette expérience-là. C'est quasiment une action RSE de leur part, quoi, on va dire, pour sensibiliser les acteurs de l'écosystème quant à cette contribution-là qu'ils peuvent faire, quoi, et après, bon, une question peut-être à chacun à son niveau de priorisation par rapport au projet. Quand on voit ce que partageait Julia tout à l'heure dans leurs critères de savoir s'ils s'engagent ou non par rapport à l'impact d'un projet, pour certaines de nos entreprises, ça peut être un luxe. C'est-à-dire, cette question, peut-être, ne se la pose même pas. J'ai une opportunité de projet, je ne vais pas me poser cette question de l'empreinte, de l'impact environnemental ou pas. Donc, il y a quand même des degrés, mais au moins le niveau de sensibilisation par une entreprise du secteur qui a atteint ce truc est quelque chose qui peut avoir une extraordinaire valeur ajoutée. ouais, Donc, c'est sûr. avec une action RSE. Julia, je te laisse. Non, je lis le commentaire de Koura qui nous parle du RSE Sénégal. En attendant, juste peut-être pour rebondir, il y a effectivement des stades de maturité en fait et une priorisation à avoir. Si je reprends le conseil côté Neurotech, c'est penser et commencer par vos collaborateurs, ce sont vos premiers ambassadeurs, avant de vous dire comment on transforme notre offre et on va travailler sur nos clients comme Palo IT est en train de le faire aujourd'hui. Des collaborateurs éveillés et conscients sur ces sujets, c'est autant de personnes qui ont derrière la capacité en fait de transformer votre entreprise. Donc, commencez par là et en fait, en les formant, vous en faites aussi des ambassadeurs. Nous, par exemple, chez Wiser Impact, on a du temps dédié pour animer des ateliers d'automne qui sont des ateliers de sensibilisation et qui du coup font qu'on utilise nous notre pouvoir d'influence pour en fait lever et sensibiliser sur ces sujets. Vous avez un énorme pouvoir d'influence qui sont les réseaux sociaux et votre site web. Vous avez une capacité à passer des messages par ces biais-là en tant qu'entreprise et commencer à parler de ce sujet, ça non seulement ça éduque, mais ça vous positionne aussi comme un acteur qui se préoccupe de ces sujets-là. Et si ce n'est pas, on va dire, quelque chose qui va vous rapporter du chiffre d'affaires aujourd'hui, demain, ça sera en fait un inconditionnel pour être sûr de continuer à opérer parce que s'il y a beaucoup d'entreprises qui font comme Palo IT, qui commencent à regarder, mais en fait, avec qui on travaille et faire ce biais de sélection négative on filtre les entreprises qui ne se préoccupent pas de ces sujets, le risque, c'est d'être exclu en fait du marché. Oui, mais je compléterai tes dires, Sophie. Je suis allée intervenir chez Decathlon il n'y a pas longtemps et je discutais avec les chefs de produits, ceux qui s'occupent des liens avec les fournisseurs, parce que Decathlon produit très peu. Et eux, ils ont un partenariat avec Schneider Electric et ils ont conçu leur propre logiciel d'évaluation des fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à vraiment communiquer, quand je dis communiquer, c'est à l'interne et à l'externe, ça dépasse simplement la petite équipe RSE et les gens commencent à comprendre le bilan carbone et notamment les scopes. Et souvent, les entreprises se rendent compte qu'il y a
le plus gros de leur empreinte est souvent sur des choses indirectes. Et quand on regarde les choses indirectes, on tombe dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est beaucoup plus d'intérêt sur et de demandes qui vont arriver au niveau des sous-traitants, au niveau des fournisseurs, au niveau des partenaires. Donc, si on met en place les bonnes choses assez tôt, et ça n'a pas besoin d'être énorme, mais en fait, un autre facteur vraiment important dont il me parlait, c'est le rapport de confiance et de transparence. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attendre à ce que vous soyez impeccable. Vous avez vu, même nous, on est à 9% de notre chiffre d'affaires qui a impact à Lyon. Parce que nous, on a une interprétation assez stricte de cette grille et on a envie de progresser. Et donc, en fait, si vous êtes en rapport, en train de discuter des partenariats, en train de penser à grandir, on ne s'attend pas à ce que ça soit des chiffres époustouflants parce que c'est difficile pour tout le monde. Par contre, c'est de dire, bah, OK, on a essayé ça n'a pas marché, ça a marché, ça, on veut continuer. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant et engageant et qui rend la collaboration plus facile derrière, quoi. C'est ce que j'entends chez les clients. Merci beaucoup, Julia. Et je vois l'heure, on a dépassé l'horaire initial, mais merci pour vos questions et interventions. C'était très riche. On partagera de toute façon le replay sous 48 heures pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre ou qui sont connectés, déconnectés. Vous puissiez rattraper des bouts. Puis je laisse peut-être le mot de la fin à Diabel, qui est notre hôte pour cette session. Oui, merci beaucoup, Sophie. Oui, c'est vrai qu'on a dépassé un tout petit peu, mais c'était assez intéressant, je pense. Bon, peut-être que le public est un peu silencieux, mais je pense qu'ils sont quand même restés jusqu'au bout. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant. Et je pense c'est une bonne chose d'avoir organisé cette session et c'est une bonne chose d'avoir eu le partage et le retour d'expérience et de Palo IT et de Neurotech et de ISA. Je ne savais pas justement qu'ils avaient fait ça. Et donc, forcément, il faudra que ce sujet-là, au-delà du projet, la suite, nous, c'est effectivement l'appel à candidature qui a été fait pour en sélectionner 5 qui sont vraiment engagés pour suivre le coaching de Sophie, comme l'avait fait Neurotech, Mdiangale, etc., et les autres, CETIC, entre autres. Donc, la suite au-delà du projet, c'est effectivement voir comment rejoindre peut-être cette initiative-là dont Koura parle sur le RSE au Sénégal. Je sais que je connaissais cette structure-là, mais je ne sais pas s'il y avait un focus vraiment numérique responsable, mais pour le coup, ça pourrait être l'occasion, quelque chose porté peut-être par Neurotech. Donc voilà, pour que cette chose-là cette sensibilisation soit davantage fasse davantage tâche d'huile au niveau de cet écosystème et des entreprises tech. En tout cas, pour ma part, c'est encore merci à tous. Merci pour tous ceux qui ont assisté. Et puis, merci à vous, les intervenants, les panélistes. Et Merci pour merci à toi, l'invitation. Sophie. Merci à tous.